Parce qu'au final, moi, j'ai fait mon premier investissement, j'étais au début de ma deuxième année de médecine. Si je te donne 100 000 euros, tu es capable de faire 100% sur mon capital chaque année pendant 15 ans. Ouais, t'as des gens dans le monde qui ont l'argent et qui nous le prêtent. Ça durera qu'un temps. Alors j'ai une définition qui peut paraître étrange, mais je rêve d'être le grand-père de Batman. T'aurais aimé qu'on t'apprenne quoi à l'école? Bonjour à tous pour ce nouvel épisode avec Timothée Moirou, Martin Pavanello et Chiara Operto. Enchanté Timothée. Enchanté. Ça commence bien. Enchanté, trop content d'être là. Merci à toi. Aujourd'hui tu as 25 ans, Yes, bientôt 26. bientôt 26. Ah bon, ça fausse mes stats. Plus de 120 biens immobiliers. Ouais. Ce qui fait qu'en moyenne depuis tes 18 ans, tu investis dans 1,5 biens par mois. Ouais, c'est ça, grosso modo. Est-ce que tu peux nous raconter ta pire expérience en rapport avec l'immobilier? Ma pire expérience, elle est assez récente. Une opération d'achat-revente, pour le coup, on en fait assez peu. Nous, on a un fonctionnement de foncière immobilière, ce qui fait qu'on a une détention de nos biens immobiliers qui est assez longue, plus longue qu'un marchand de biens qui fait des allers-retours très rapides. Mais sur certaines opérations, parfois, quand le coût d'opportunité est là, on le fait. Et là, c'est un truc où on a tout eu. On a eu un arbre qui s'est effondré sur la propriété. On a eu les deux vendeuses à qui on achetait qui ne pouvaient pas s'encadrer. Donc, arriver chez le notaire, limite, elles veulent pas être dans la même pièce. On a eu, elles voulaient pas négocier le dépôt de garantie, ce qui fait qu'on a dû mettre un dépôt de garantie de 5 ou 10% du prix, alors que normalement, l'idéal, c'est de pas en poser. Enfin, on a eu que des galères. On a vendu à un mec qui, avant même d'être propriétaire, on lui avait prêté les clés pour qu'il fasse ses devis. Et un jour, je me pointe et le mec a commencé les travaux. Donc il a enlevé tout le papier peint à l'intérieur du truc, il a même pété un mur à l'intérieur de la propriété parce qu'il s'est dit non mais je suis sûr d'acheter donc de toute façon je commence les travaux. Mais c'est pas comme ça que ça se passe en fait, vous êtes pas assuré et vous êtes chez moi. En fait, vous avez pété le mur de ma maison là. Enfin voilà, on a eu toutes les galères possibles sur cette opération et c'était je pense ma pire. Okay. Mais elle est en train de se finir et je prie tous les jours Dieu le Père qu'elle se finisse le plus vite possible. Ok, bon top, merci pour cette belle intro Timothée. Est-ce que aussi tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie? Yes. Pour ceux qui te connaissent pas. Yes, alors moi j'ai une vie qui est assez, on va dire divisée en 3 parties principales. Partie numéro 1 qui est celle par laquelle j'ai commencé, moi je suis interne en 8e année de médecine, donc en toute dernière année de cursus de médecine générale qui me prend, on va dire une bonne quantité d'heures par semaine quand même, puisque je suis toujours salarié de l'hôpital. Et deuxième activité que j'ai lancée en fait en parallèle de mes études via ma première entreprise justement, qui était un cabinet de thérapie à l'époque, c'est une foncière immobilière. Au début, un truc qui est assez basique, j'ai acheté un immeuble de rapport, 3 petits appartements en province, chez moi on est à 1 000 euros du mètre, grosso modo. Donc pour moins de 200 000 euros, j'avais mon immeuble de rapport. Je l'ai mis en location, ça m'a rapporté 600-700 euros de cash flow, ça m'a permis d'en faire un deuxième, puis un troisième, j'en ai revendu un petit bout, j'en ai racheté. Puis de fil en aiguille, comme ça, j'ai fait grossir la foncière familiale que j'ai créée avec mon papa. Ensuite, j'ai mon oncle et ma tante qui m'ont rejoint un petit peu. Enfin voilà, pas mal d'amis, etc. qui ont investi avec moi. Pour aujourd'hui, voilà, un peu plus de 130 biens en portefeuille qu'on fait tourner régulièrement. Chaque année, on liquide une partie de nos stocks, ce qui nous permet de faire les investissements de l'année d'après. Et on est sur des volumes d'acquisition là depuis l'année dernière. Cette année, on devrait arriver à clôturer pas loin de 8 millions d'euros de transactions. Donc voilà, ce qui est super top en sachant que nous 100% de l'actionnariat est privé, il n'y a pas de fonds d'investissement ou autre chose comme ça. Donc voilà un petit peu, ça c'est la deuxième partie. Ouais. Et troisième partie, je suis papa d'une petite fille, voilà, fiancé, j'habite dans une maison avec mes parents qui sont juste à côté, donc une vie familiale bien étoffée aussi. Ouais. Quoi. Et vous avez le même âge, Martin, non? J'ai 26 ans, moi. 26 ans 98. Ouais, pareil, 30 juillet 98. Il vient un peu moins posé de mon côté, mais on a le même âge. Ok. Pas de papa, pas de non, pas encore. Immobilier. Non. Ça va venir. Bientôt. Pas encore. Martin, c'est ton moment de gloire. Toi aussi, présente-toi, même si tu fais plusieurs épisodes avec nous. Yes, avec plaisir. Je me suis dit, est-ce qu'il va me poser la question de la galère d'entrepreneur? Et ça m'arrange que je ne la pose pas parce que je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je peux avoir comme grosse galère d'entrepreneur. Bah dis-nous, c'est quoi ta Non, mais plus grosse galère? j'en ai pas spécialement en tête en plus. Okay. On a un peu tout le temps il y a beaucoup de petites galères tout le temps. Mais c'est vrai que le bien immobilier, la galère, elle est vite très grosse. Entrepreneur, enfin en tout cas avec une entreprise plus classique, on en a plein de petites, mais j'en ai pas une grosse en tête, donc ça m'arrange. Donc moi, Martin, j'ai 26 ans, j'ai fait école de commerce à Paris.
Et j'ai monté plusieurs boîtes. Une première boîte de conseil dans l'immobilier aussi, mais plutôt partie conseil quand j'étais encore à l'école. Donc j'étais à HEC. Et plus récemment, donc je suis sorti d'école il y a 2-3 ans. Et plus récemment, j'ai créé une boîte de conseil et de formation dans l'IA. Et on aide principalement les boîtes d'immobilier, mais pas que maintenant, après tout type de boîtes, à intégrer du ChatGPT, du Perplexity et autres joies dans l'IA. Et on est une trentaine de collaborateurs. On a commencé en septembre. Et voilà, ça roule, le marché est bien. Donc on s'éclate. En 10 mois, vous avez formé combien de personnes aujourd'hui ? On a formé à peu près 5000 personnes. On a fait 1000 journées de formation, un peu moins 850 journées de formation en 10 mois. C'est le plus gros organisme de formation en France. Et c'est balèze. C'est cool. Okay. Comment tu vois, toi, Timothée, le futur de l'immobilier avec l'IA ? Je pense qu'on pourrait parler du futur de la société vis-à-vis de l'IA, et l'immobilier qui représente pas loin de 10% du PIB, forcément, on fait pas exception à la règle. On pourrait parler du tourisme, on pourrait parler de plein d'autres secteurs qui vont, je pense, fondamentalement être transformés. Alors, ce qui restera au niveau de l'immobilier peut-être moins impacté que d'autres secteurs, tout simplement parce que les fondamentaux de l'immobilier, la recette de cuisine qu'on applique dans les faits, au Moyen-Âge, on faisait pareil. Je veux dire, c'était pas les mêmes règles, il y avait pas de notaire, etc. Mais c'était le même principe de j'achète quelque chose, je crée la valeur à l'intérieur de ce quelque chose, soit parce que je le divise, soit parce que je le transforme, soit parce que j'obtiens une autorisation d'urbanisme nécessaire, soit parce que je le rénove. Et tout ça me permet ensuite d'aller chercher cette valeur dans une revente. Et c'est un principe, je pense, universel. Et d'ailleurs, des marchands de biens, il y en a pour les voitures, il y en a pour les montres, il y en a pour tout. Donc je pense que même si le secteur va être impacté par l'IA, et de manière très positive, je pense, c'est pas forcément dans celui-ci où on aura les plus gros changements fondamentaux. Et je pense, deuxième point aussi, c'est que l'immobilier, c'est quand même un métier de vieux. J'ai pas la stat de la moyenne d'âge de quelqu'un qui travaille dans l'immobilier en France, mais elle est plus proche des 40-45 que des 20-25. Et donc, par définition, un notaire de 50 ans, de 60 ans, qui a déjà fait une grande partie de sa carrière sans l'IA, pour arriver à lui faire changer sa perception, je pense qu'il faut des outils comme Mister IA propose, et des formations et pas mal de journées de formation, plus pour changer, tu nous diras si tu es d'accord, le dogme et le savoir-faire, plus que les outils techniques en eux-mêmes, quoi. Pour répondre. Bien sûr. Mais globalement là-dessus, on est sur 40 ans la moyenne d'âge, un agent immobilier, donc tu vois, c'est ça, Ouais. 41 ans, je crois exactement. Autant, moi, je pense que ça change pas grand-chose. Sur la partie data, tu vois, souvent l'IA, elle est très liée à la data. En fait, sur la data immobilière, ça fait longtemps qu'on en a beaucoup, on en a de plus en plus. On l'exploite déjà bien. Tu vois, le fameux Graal de tiens, est-ce qu'il y a une IA qui va réussir à me donner le bon prix de mon bien? J'y crois à 0%. Priceable, ça marche depuis longtemps, c'est bien. Et après, c'est le boulot de l'agent immobilier ou de l'investisseur de faire sa vraie analyse derrière. Donc ça changera pas. Par contre, sur toutes les petites tâches quotidiennes d'un agent immobilier, typiquement, ça change quand même beaucoup la vie. Parce que j'aime bien dire souvent un agent immobilier, mais un peu comme un notaire, mais surtout l'agent. En fait, c'est des métiers dans lesquels tu dois connaître 10 métiers. Tu dois être bon en commercial, un peu en juridique, un peu en RH, un peu en communication réseaux sociaux, parce que tu fais un peu de tout. Et donc là, l'IA, elle est très forte parce qu'elle va t'aider à faire un peu de toutes tes tâches. Alors que c'est vrai qu'il y a des métiers où, quand tu fais que du graphisme toute la journée, c'est pas une IA qui va le faire à ta place demain. Tu as des compétences, alors que là, l'agent immobilier, personne n'est formé aux 10 métiers ou 15 métiers que doit connaître l'agent IMO. Et donc, je pense que là-dessus, ça a beaucoup aidé. Et notaire, un petit peu aussi, tu vois, nous, on est assez agréablement surpris de la pénétration dans ces métiers-là. Ils sentent que ça peut être utilisé comme un assistant, comme un super stagiaire. Et ils sont assez preneurs. Notamment les notaires qui se disent, en fait, là, j'ai quand même un outil qui écrit, qui fait un peu ce que je fais sur plein de tâches. Donc, si je l'utilise pas, les gens vont peut-être me squeezer un jour. Bon, je grossis un peu le trait parce que c'est pas exactement ça, mais ils y voient un potentiel danger. Je pense que c'est bien parce que moi, ça les oblige à s'y mettre. Donc, se former, donc pas mal d'applications et ça, c'est assez cool. Trop cool. Et moi, du coup, étant donné que la moyenne d'âge forcément est plus élevée, t'es aussi médecin, enfin t'es interne, comment ça t'est venu justement cette idée de dire ok, je vais me lancer dans l'IMO? C'est pas forcément quelque chose dans lequel, enfin, tout le monde a cette vision de se dire il faut qu'on investisse dans l'IMO. Ouais. On le fait pas souvent, enfin on le fait pas aussi jeune parce qu'on se dit et aussi vite. De galère, voilà, on a besoin d'un apport, etc. Donc ça t'est venu comment cette idée de dire ok, là je vais me lancer dans l'IMO, en plus de ça je suis papa et en plus je suis médecin. Pourquoi, enfin, t'as décidé de te lancer là-dedans tout simplement? Ouais, alors c'est des choses qui se sont construites petit à petit, parce qu'au final, moi, j'ai fait mon premier investissement, j'étais au début de ma deuxième année de médecine, donc ça remonte à il y a quasiment 8 ans en arrière maintenant. Ça s'est fait assez naturellement. J'avais une boîte de thérapie à l'époque, un cabinet de thérapie qui fonctionnait super bien, où je gagnais très très bien ma vie, quasiment aussi bien qu'un médecin en fin de carrière à l'hôpital.
Et voilà, tu réfléchis, tu tapes sur Google, je pense comme pas mal de monde, comment investir son argent, comment placer son argent. J'avais entendu un peu dans des discussions de table avec mes parents quand j'étais petit, qui faisaient un peu de Pinel, un peu de trucs pour payer moins d'impôts, mais c'était... Voilà, mon père avait fait un peu d'immobilier, avait acheté 1 ou 2 apparts avec un copain à lui, mais sans plus. Et puis on n'en a jamais vraiment parlé, on va dire à proprement parler. Mais je pense que c'est ces signaux faibles aussi qui m'ont mis la puce à l'oreille. Et puis, comme beaucoup de personnes, j'ai acheté une formation à l'époque d'Olivier Seban, pour ne pas le citer, qui était super complète, qui a été, on va dire, mon premier backup. Puis après, j'ai poncé plein de vidéos YouTube de tout un tas de gars qui sont assez connus sur les réseaux sociaux, de gars et de nanas d'ailleurs. Et c'est ce qui m'a permis de faire mon premier deal où j'étais moyen, puis après j'en ai fait un deuxième, j'étais un peu meilleur, et puis fil en aiguille, on progresse quoi. C'était quoi ton premier achat immobilier? C'était un petit immeuble de rapport, comme je disais tout à l'heure, 3 appartements que j'ai toujours d'ailleurs, au centre-ville de la ville dans laquelle j'habite, donc à Chalon-sur-Saône, au sud de la Bourgogne, où j'ai un T4, un T3 et un T2. Voilà, qui étaient les 3 loués, mal loués, on a remonté les loyers, c'était ça notre stratégie de création de valeur pour cet actif-là, qui me rapportait à peu près 500 €, enfin qui me rapporte toujours du coup 500 € de cash flow par mois. Un peu plus parce qu'avec l'inflation maintenant on gagne mieux notre vie quand on est propriétaire immobilier, mais grosso modo c'est à peu près ça. Ouais. Ok. Martin, Chiara, vous aussi qui presque en CDI, ouais, enfin, vous travaillez aujourd'hui. Situation stable on va dire. C'est ça. Situation stable. Bon scoring bancaire. Bon scoring vocal, c'est un bon mot. Pas pour tous, moi Pas non. pour tous. Oui, ça. toi pas trop. Ouais. Moi, je vais galérer à faire un achat immobilier. Ouais. Ouais, bah voilà, c'est pas ça. tout de suite. Ouais. Et même, c'est ce que je voyais en fait, dans tous les cas, et dis-moi si je me trompe, mais quand je suis allée voir justement ma banquière en quelque sorte, pour dire, enfin, elle m'a dit, bah, nous on va regarder le salaire, mais si tu as ta boîte et que tu te verses pas, parce que sinon tu te fais ouvrir de toute façon en France avec les impôts, ça va être galère. Et moi, mon but c'était vraiment, si demain j'achète un bien immobilier et je suis en train de regarder un petit peu, je me dis, moi je veux quasiment pas mettre d'apport. Donc tu es exigeante. Très exigeante. Ce monde-là est terminé. Ce monde-là est terminé, c'est le problème. Du coup, c'est un peu galère d'aller voir ta banquière et de dire bah non, je me verse pas de salaire. Ouais. Parce que j'ai ma boîte, enfin, t'as la boîte qui t'appartient, donc tu peux dire que t'as un patrimoine, si je puis dire. Oui, mais c'est un patrimoine non réalisé. Exactement. C'est ça en fait. Pas tangible, quoi. Et disons que ça peut pas se mettre en garantie. Demain, tu as tes grands-parents qui te font une donation de 100 000 € que tu places sur une assurance vie. Ouais. Tu peux faire ce qu'on appelle un prêt lombard, c'est-à-dire que tu vas mettre en garantie ton assurance vie pour aller lever de la dette derrière. C'est ce que font pas mal de véhicules d'investissement, typiquement des foncières publiques, qui récoltent des fonds, qui les placent dans une banque d'investissement, dont la plus connue est la Rothschild, grosso modo, qui est spécialisée dans ce genre de choses, qui va réaliser des placements, X ou Y, classiquement du compte à terme, parce que c'est le truc sécurisé, qui fait 3-4% en ce moment, que c'est plutôt chouette. Et via cette poche de liquidité, va la mettre en garantie dans une autre banque qui fait du crédit immobilier, ce qui n'est pas toujours le cas des banques d'investissement, et qui va permettre derrière de faire des deals. Donc peut-être que c'est une sortie pour quelqu'un qui n'a pas des revenus stables, mais du cash, d'aller faire du troc d'épargne, grosso modo. Ça t'a motivé? Ouais, mais là je suis en train de... J'écoute les conseils, comme ça moi je serai prête. C'est quoi toi Martin aujourd'hui qui t'empêche d'investir en immobilier? Beaucoup de choses. Le cash, si on reprend les points de Timothée, le cash, quand t'es entrepreneur jeune, t'as pas de cash, donc sans dotation ou autre, moi j'ai pas de cash, donc pas possibilité d'investir. Deuxième point, tu l'as bien dit, mais en effet, la banque elle peut pas te faire confiance sur ta boîte, parce que même moi je sais pas ce que fera ma boîte dans un an. Donc qu'est-ce que tu veux qu'un analyste bancaire spécialisé en finance t'explique ça et comprenne ça, c'est impossible. Donc puis il y a pas de choses tangibles à analyser non plus, pas vraiment quoi. Tu peux quand t'as 3 ans de bilan, quand t'as 3 ans de bilan de ta boîte, tu peux commencer à avoir un peu plus de gages, mais là ma boîte elle a 1 an, donc tu peux pas. Même pour trouver une location, c'est dur. Donc, oui. Donc, tu vois, ça t'empêche un peu de faire des investissements immobiliers. Donc, c'est la partie plutôt financière, je dirais, pas en capacité d'acheter ni en cash ni de tirer une ligne de crédit. Puis après, il y a d'autres choses. Moi, je suis pas un fervent investisseur. Tu vois, j'ai pas beaucoup investi dans ma vie. Je gagne beaucoup d'argent, enfin plutôt bien d'argent. J'ai un bon cash flow, mais j'en investis pas beaucoup. On y reviendra, mais pour plein de raisons, tu vois, j'investis pas beaucoup. Et si j'investissais, je sais pas si l'immobilier serait le premier truc que j'irais voir. Donc pourtant, je viens du secteur immobilier, je travaille avec 90% de mes clients dans l'immobilier, donc tu vois, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est quelque chose qui fait peur. Où j'ai aussi beaucoup d'amis qui ont investi, qui ont pas mal de problèmes. Donc tu vois, quand on est là, tu te dis bon, est-ce que j'y vais ou non?
du passif qui aujourd'hui rémunère plutôt bien aussi, donc ce que je considère l'immobilier moi comme un investissement plutôt actif. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, pour l'instant, j'ai pas sauté le pas. Je le sauterai un jour. Tu vois, je suis pas non plus un anti-immobilier, ce serait débile de dire ça. Mais pour l'instant, je me dis quand j'aurai plus de temps à y consacrer, plus d'argent, là, je le ferai. Tu le C'est pas mon dépenses cas pour encore. l'instant. Ouais. Il y a une vraie notion de profil dans tout ça. J'en ai parlé il y a pas longtemps avec un monsieur qui s'appelle Michael Zanta, que vous devez connaître, qui est le fondateur d'investissement locatif.com, qui est un mec super intéressant, et qui m'a dit un truc qui vraiment a posé le mot sur des années de questionnement cérébral. Je lui ai dit, pour toi, Mika, c'est quoi qui caractérise, si on devait donner une caractéristique, un adjectif d'un bon investisseur immobilier? Et il a dit un truc qui est très vrai, le bon sens paysan. Et c'est-à-dire que si tu regardes bien, les gens en général qui investissent beaucoup dans l'immobilier, quand on était au collège, c'est ceux qui étaient tout au fond de la classe, qui avaient l'habitude de se démerder, tricher un peu à gauche, récupérer la copie du voisin. Ils essayaient de réviser uniquement les items où ça risque de tomber le jour du bac. Tu vois, ils n'ont pas révisé tout le programme d'histoire géo, ils ont révisé le truc à la mode. Moi, c'est Moyen-Orient qui est tombé l'année du bac. Je pense que c'était pareil. ouais, pour toi. on a fait la même année. Même à Monaco. Donc voilà, c'était le truc, je veux dire, tout le monde en parlait à l'époque, il y avait quand même de grandes chances que ça tombe. Bah, le mec qui fait de l'immobilier, c'est le mec qui s'est dit, moi, je révise 2 cartes, une thématique et je fais celle-ci. Okay. Parce qu'en fait, il y a un protocole, il y a une recette de cuisine qui est en permanence là, mais en fait, il y a une quantité de problèmes à gérer qui est tellement vaste de par sa variété que tu ne peux pas tout anticiper. Et ça peut pas en fait être la même chose que de appliquer un protocole que tu as appris par cœur. Or, aujourd'hui, le système scolaire, il nous apprend à apprendre par cœur et à, grosso modo, réciter, et d'ailleurs, bien souvent, sans comprendre. Exactement, si tu regardes bien, on passe plus de temps à apprendre des trucs par cœur dont on n'a pas vraiment compris. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les apprend par cœur, parce qu'on les a pas compris. Ouais. Dans l'immobilier, ça fonctionne pas. Parce que chaque situation est différente, de par la multiplicité de problèmes que tu peux avoir, parce que c'est très vaste le marché immobilier, et surtout parce que c'est un sport d'humain. Et l'humain, il s'apprend pas par cœur. Des fois, tu auras des gens qui sont dans un milieu très défavorisé, tu peux pas leur parler comme aux bobos de centre-ville qui te louent un T3 meublé avec une jolie terrasse, avec vue sur le parc et tout. Tu ne peux pas avoir la même attitude, donc tu es obligé de t'adapter. Et c'est là où le bon sens paysan, je trouve, est un super résumé de la qualité indispensable pour investir dans l'immo. Ouais. Au final, c'est un peu cette intelligence sociale que tu vas devoir acquérir, et ce qu'on t'apprend pas. Au final, l'école, ça te met un petit peu dans un moule. Je pense que c'est bien parce que ça te permet de te focaliser sur des tâches précises, comment tu vois, rester assis sur une chaise à travailler de 8h à 18h. Être plongé dans un système quand même assez rigoureux. Mais au final, je trouve que l'intelligence sociale ou ce contact avec l'humain, ils l'apprennent pas forcément de la bonne façon. Enfin, de la bonne façon, on s'entend. Pas facile à apprendre en même temps. Ouais, c'est pas facile à apprendre en dehors de l'expérience. En fait, si tu réfléchis bien. Quand t'es pas dans le vif du sujet. C'est ça. Vous voyez ce que c'est la programmation neurolinguistique ? Sans plus. On va dire c'est un modèle de thérapie brève qui nous vient des Américains et qui propose un mode d'emploi du cerveau. Et il y a un grand dicton en PNL qui dit la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que la manière dont vous voyez le monde, dont je vois le monde, n'est pas la même. Peut-être qu'actuellement tu te fais chier, alors que moi je passe un bon moment, et inversement. Pourtant, on est sur le même territoire, c'est-à-dire qu'on vit la même chose. Et en fait, plus tu rencontres de personnes, plus ta carte du monde, elle va évoluer. Évidemment, si demain tu pars vivre 3 mois en Australie ou 3 mois au Bangladesh, tu vas forcément avoir une carte du monde qui va se modeler en fonction de tes expériences. Et le problème, un des problèmes, je pense, de l'école, c'est qu'elle ne nous invite pas assez à ouvrir notre carte du monde. Elle nous invite par contre à apprendre par cœur comment fonctionne le territoire, le pseudo-territoire dans lequel on nous fait croire que le monde fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, si ça vous est déjà arrivé dans vos études d'aller étudier à l'étranger, vous vous rendez compte que le territoire qu'on vous a appris comme étant ça, c'est la vérité vraie, c'est la Bible, c'est le truc qui compte, etc. En fait, des fois, c'est complètement différent. Ouais. Et je pense que le biais vient quand même pas mal de là. Hein. Le dogme, en fait. Hein. Clairement. Ouais, c'est vrai. Moi, je viens de Dordogne, donc forcément, le territoire reculé. Le territoire paysan, je connais très très bien. Et je pense aujourd'hui, c'est ça un peu ma force, parce que j'ai quand même étudié aux États-Unis au lycée, à Rome à l'université, et là récemment à Madrid. Donc à chaque fois, j'ai fait pas mal. Et à chaque fois, j'ai rencontré tellement de personnes de ces différents milieux. Et aujourd'hui, je pense aussi ça, ma force, qui me permet de pouvoir m'adapter en fonction des personnes en face. Bien sûr. Mais est-ce que toi, dans ton cas, tu penses que l'immobilier, ce serait quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école ou pas du tout ? L'immobilier, je sais pas, mais à minima, la création de patrimoine,
Disons qu'aujourd'hui, si on fait un constat très clair, c'est que les gens qui sont censés être qualifiés pour gérer l'imprévisible, c'est l'État. Et aujourd'hui, on peut, sans prétention, statistiquement estimer que grosso modo, il n'a pas forcément la compétence pour le faire de manière efficace. CF, le déficit public, CF, la retraite, enfin CF, tout un tas de sujets. Donc, il y a une vraie question à se poser, c'est est-ce que le capital des Français ne serait pas mieux détenu et mieux placé dans leurs mains ? Oui, à la condition qu'ils savent comment s'en occuper. Parce que je pense que si on prend une personne au hasard dans la rue, qu'on lui dit voilà, à partir de maintenant, plutôt que de payer 1 000 € de charges patronales tous les mois sur ton salaire, parce que tu le sais pas, mais en fait tu le payes pour payer la sécu, etc., notamment la retraite, eh bien ces 1 000 €, tu vas les garder dans ta poche. Par contre, attention, arrivé à 60 et des bananes, on ne te paiera pas de retraite. Est-ce que vraiment aujourd'hui, la population notamment française aurait le recul nécessaire et la maturité d'esprit pour se dire ok, ces 1 000 €, je vais les mettre de côté, je vais en parler avec ma banque, avec mon assureur, avec mon conseiller en gestion de patrimoine. C'est peut-être là la vraie question, mais si on apprenait ça à l'école, ce serait incroyable. Ouais, c'est un gros problème de fondamentaux économiques des jeunes. Je l'ai mis hier encore sur c'est autre chose, mais sur le résultat des élections, j'en parlais avec quelqu'un sur LinkedIn. En fait, ce que tu vois, c'est un état parfait de le manque de culture économique des Français. Ouais, tu vois. exactement. Parce qu'en fait, quelqu'un arrive et dit j'efface ta dette, essaie de le faire sur ton investissement immobilier, tu vas vite voir que ça marche pas. Donc, à échelle de la BCE, de la dette que détient la BCE ou autre pays sur la France, tu comprends vite que ça marche pas aussi. Donc, moi, je pense qu'au-delà même de l'investissement, c'est juste, avoir des fondamentaux économiques. Et c'est pour ça que quand tu vas aux US, j'ai étudié aussi. Les gens, ils ont des fondamentaux économiques beaucoup plus puissants que nous. Il y a plein de choses qui font moins bien que nous quand ils sortent de l'école. Mais ils ont des vrais fondamentaux économiques. Ils savent que c'est qu'une entreprise, ils savent que c'est des charges, ils savent ce que c'est à peu près que de payer une dette, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve de l'autre côté? Des gens qui investissent massivement dans des fonds de pension et des gens qui ont tous des actions en bourse. Et quand en France, c'est l'inverse, parce que comme tu l'as bien dit, à quoi bon? De toute façon, j'ai ma retraite qui tombe, j'ai mon chômage qui tombe. Quand t'as pas le choix, en fait, et un peu, je viens de te dire, même au-delà je pense que le principal, c'est la culture économique des jeunes qui est proche du néant, voire en dessous du néant. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est que même si on n'avait pas jusqu'à là, si en fait tu as un modèle de société où tu apprends aux gens un peu plus à se débrouiller, ils vont faire quoi? Ils vont aller sur YouTube, ils vont regarder, parce qu'en fait, sinon à la fin du mois, s'ils perdent leur job, ils savent qu'ils n'auront pas d'argent. Donc ils vont aller sur YouTube, ils vont se former, comme tu as dû faire un autodidacte au début, et ils vont apprendre d'eux-mêmes à investir. Sauf que si tu leur dis, vous inquiétez pas, proactivité-là, je pense. Si tu leur dis tout va bien, et débrouiller, on se débrouille, on est l'État, tout va bien. Bon, t'as peu de chance. Il y a peu de pays qui ont réussi comme ça à pousser leur population à être de bons investisseurs et au-delà même de bons investisseurs, de bons gestionnaires, tu vois, de bons. Oui, mais c'est une question, je pense, la différence entre justement la culture et le fait de savoir se débrouiller tout seul. Je pense qu'en France, oui, il y a beaucoup de sécurité, alors on va pas s'en plaindre, mais pour moi, c'est un petit peu, t'es très assisté. Donc ça te pousse pas justement à te dire, je dois me débrouiller tout seul, je dois faire mon argent, après mes études, comment je vais faire ? En France, t'as on t'accompagne jusqu'à la fin de tes jours, grosso modo. Bien sûr. Bien ou mal. Hein. C'est l'histoire de la girafe. Tant qu'il y a de l'herbe en bas, elle va pas lever la tête pour manger l'herbe qui est sur les arbres un petit peu plus haut, se mettre sur ses deux pattes avant. C'est pour ça que je trouve que on a un petit peu, on devient fainéant, quoi. Tu dis c'est bon, je suis tranquille, je suis dans ma zone de confort. Il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de cette zone-là, d'autres aiment y rester, même si les gens sont pas forcément heureux. Mais clairement, oui, je pense qu'il y a une énorme différence entre l'éducation, ce qu'on va t'apprendre. Je pense qu'en France, on nous apprend quand même beaucoup de choses. Oui. Et en termes de culture et cette autonomie qu'on va gagner, quoi. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des créateurs de contenu qui aident aussi un peu. Carrément. On est très proche de Chris. Carrément, c'est vraiment le but en tout cas. Et c'est trop bien parce que puis le problème de l'école, c'est que c'est quand même et désolé pour les auditeurs qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est t'as quand même une population qui sont les professeurs qui ont une mouvance politique très claire, tu vois, en majorité en tout cas, en grosse majorité. Et qui ont un statut qui s'appelle statut de fonctionnaire dans lequel tu as une sûreté de l'emploi qui est totale. Tu ne perdras pas ton emploi. Si tu veux emprunter 1 million d'euros à la banque pour acheter un bien immobilier, c'est globalement assez facile. Et donc, en fait, eux diffusent des messages qui sont reçus par les jeunes. Si à l'inverse, alors je sais que ça n'arrivera pas et je pense que c'est pas objectif, mais si t'avais que des entrepreneurs à la place des professeurs, en fait, toute la journée, ils raconteraient leurs galères, ils raconteraient comment ils se débrouillent pour apprendre des choses, comment ils se débrouillent pour recruter un peu, comment ils se débrouillent pour investir. Et donc, en face, les jeunes le feraient. C'est pour ça que le titre du podcast, ou en tout cas une thématique qui est de ce qu'on vous apprend pas à l'école, je trouve que c'est bien. Parce que ça, en fait, on vous l'apprend pas à l'école, et avant qu'on vous l'apprenne, ça va prendre du temps. Parce qu'avant qu'on ait un statut de professeur qui soit pas du fonctionnaire, qui a un emploi très stable, voilà, on vous l'apprendra pas parce qu'il y a aucun intérêt pour un professeur à apprendre à un jeune à investir dans l'immobilier, à avoir une liberté financière, à se dépasser. Non, tu vois, ce qu'on veut, c'est que les gens, tu l'as très bien dit, rentrent dans des cases à peu près bien moulées. C'est la sécurité. Voilà, et puis il y en a qui, c'est le concept un peu de
Je lis le livre en ce moment de Nassim Taleb, Skin in the Game, qui est hyper parlant. C'est de dire, tant que les gens n'ont pas de responsabilité dans les conseils qu'ils te donnent, tant que leur responsabilité n'est pas en jeu, ils n'ont aucun intérêt à prendre des risques. Le professeur, il a aucun risque à te dire va en IUT et va travailler dans une banque proche de chez toi et c'est cool. Il a aucun risque à te faire ça. Donc il va le dire. Par contre, s'il commence à te dire tiens Martin, t'as un bon profil, deviens entrepreneur. Tiens Martin, t'as un bon profil, deviens investisseur, fais des choses. Là, il a tout à y perdre parce que globalement, il y a des chances que tu n'y arrives pas. Donc comme lui, il a tout à y perdre, il va jamais te faire cette proposition-là ou en tout cas jamais te pousser là-dedans. Oui. Donc faut essayer de rendre les gens un peu plus responsables, etc. Et au moins, ils pousseront des choses, tu vois, un peu plus conséquentes. Attends, je rebondis vite fait sur ça, Martin. Au début, tu as dit que tu avais arrêté HEC en plein M2. Ouais. Alors que, justement, ce sont des entrepreneurs qui sont invités en école pour raconter un petit peu leur expérience. C'est quoi, toi, qui t'a poussé à arrêter, alors que, justement, c'est ces personnes-là qui sont invitées en école? Alors malheureusement, je pense que c'est pas assez ces personnes-là qui sont invitées à l'école. J'aime bien Oussama qui dit souvent les Français, vous aimez bien prendre, mais vous aimez pas trop donner. Je trouve que c'est assez vrai. Alors j'en veux pas aux entrepreneurs parce que moi le premier, je donne pas de cours à HEC, tu vois, parce que j'ai pas le temps. J'estime en tout cas que j'ai pas le temps. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont pas le temps non plus trop, ou en tout cas c'est pas dans notre culture, donc qui donnent pas beaucoup en retour aux élèves. Tu vois, j'aime bien Théo Lyon qui fait beaucoup ça par exemple, qui donne énormément de contenu gratuit. Je trouve ça trop bien parce qu'en tant qu'entrepreneur ça aide vachement. Donc je pense déjà il y a un problème là-dessus. Bon, il y a un autre problème de structure d'HEC que je donnerai pas ici, mais qui je pense marche un peu sur la tête et qui du coup préfère inviter des experts dans des thématiques un peu étranges plutôt que des entrepreneurs. Tu vois, nous typiquement, je reparle d'Oussama, je sais pas s'il est là aussi, on peut mentionner son nom, mais tu vas à HEC, tu demandes à 100% des entrepreneurs qui est dans ton top 5, est-ce que tu as un entrepreneur qui t'a marqué dans ta vie pour devenir entrepreneur, pour apprendre des choses. 99% des élèves te disent Oussama. Ils peuvent avoir raison ou tort, 99% des élèves te disent en tout cas son nom. Parce que si on enlève ce qui fait les histoires d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a donné énormément de gratuits, énormément de conseils. Donc voilà, tu vois, c'est intéressant et c'est quelqu'un qui n'avait pas le droit de venir avant les problématiques. Je parle il y a 3-4 ans, il y a eu un refus de ma direction, de la direction d'HEC pour le faire venir à HEC parce que oh non, mais c'est pas top ce qu'il fait. Voilà. Donc tu vois, la politique. En fait, mais même pas tant. C'est ça qui m'a dérangé. À la limite, il m'aurait dit c'est un personnage très clivant, on veut pas. Ok, t'as une image, t'es HEC, t'as une image à tenir, je peux comprendre. Plus par rapport à ce qu'il faisait. C'était un nom, mais il a pas monté de vraie boîte, il savait pas qui c'était. Il savait pas qui c'était. Donc, première chose, j'étais hyper déçu par en tout cas la quantité d'entrepreneurs ou le type de personnes qui venaient. J'ai pas appris énormément. Ça, c'est la première chose. Et puis après, la deuxième qui est pas trop liée à ça, c'est de dire, en fait, c'est une école, mais je pense que toutes les écoles se disent, on veut apprendre aux gens à devenir entrepreneur. Et tu l'as bien dit, en fait, je pense que tant que t'as pas tes putains de fesses sur le terrain, à faire 3 calls à des clients, à essayer de leur vendre un ticket à 100 euros ou à 1000 euros. À échouer aussi, te prendre des Voilà, et à 3 refus, tu n'y arrives pas. Et apprendre à un élève à devenir un entrepreneur, ça n'a pas vraiment de sens. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est comme apprendre à 100% à quelqu'un à être investisseur. Bon, c'est pas évident. Le but, c'est de donner un maximum de clés et lui dire, fais ton premier invest. Traque-toi, perds un peu d'argent et puis tu vas apprendre comme ça. Et eux, ils arrivent en disant, on a un playbook. Si tu le suis, tu vas devenir Mark Zuckerberg. C'est magnifique. Non, et tu vois, ça marche pas. Et moi, j'étais trop contre. Surtout que tu es dans une population, pas pour jeter des fleurs, mais tu restes à HEC, les gens, ils sont assez smart, tu vois, ils sont assez autodidactes. Et ils ont tous bouffé 100 heures d'Oussama Hamar sur YouTube. Tu vois. Donc, en fait, ils ont déjà appris à peu près les quelques codes qu'il faut respecter. Derrière, il faut juste leur dire, allez sur le terrain, mes amis, et puis craquez-vous. Voilà, c'est partie des raisons pour lesquelles c'est ça. Pas du tout. Il y en a qui n'en ont pas forcément envie aussi, parce que quand tu es entrepreneur, je pense que ce que nous disent les écoles en mode devenez entrepreneur, pour moi c'est de bullshit, on va pas se mentir. Ils veulent que tu ailles travailler. Moi j'étais à l'EDEC, on te dit le M&A, moi j'étais en M&A avant, le M&A c'est le mieux, va là-bas, tu vas gagner plein d'argent, tu auras la sécurité, tu pourras faire ce que tu veux après. Parce qu'en soi sur le papier en tant que salaire, pour un job de salariat, c'est top. Mais par contre, je trouve qu'on ne te pousse pas à devenir entrepreneur. Et puis, pas tout le monde veut et peut devenir entrepreneur. Oui. Je pense que les gens ont aussi une image de l'entrepreneuriat, c'est on est entrepreneur, et c'est ce qu'on voit sur les réseaux. Il est entrepreneur, il a lancé un truc, il gagne plein d'argent, il fait la fête. Non, alors oui, tu vas faire la fête l'été parce que tu prends 1 ou 2 semaines de vacances, tu dépenses ton cash, après tu reviens et tu charbonnes toute l'année, tous les soirs, et tu dis non au petit verre de 18h. Donc il y a cette vision-là aussi où il y a des gens, moi ils me disent « mais je comprends pas pourquoi tu fais ça. Moi je suis bien dans mon CDI, je rentre chez moi, à 18h je plie bagage et je suis tranquille. » Donc ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment écouter, qui aiment s'instruire, mais ne sont pas là pour devenir entrepreneur, parce que pour moi il n'y a pas le profil... bien sûr. Voilà. Tout le monde regarde Iron Man, qui aurait envie d'avoir la vie d'Iron Man? Tu vois ce que je veux dire? Idem pour n'importe quelle star de... Oussama Hamar peut-être.
Ouais. Pour reboucler la boucle. Probablement. Mais je pense qu'il y a une vraie, peut-être genre une nuance par rapport à ce que tu disais. Tout le monde ne peut pas, tout le monde ne veut pas. Je pense qu'une grande partie des gens peuvent, mais vraiment tout le monde ne veut pas. Bien sûr. En fait, à titre personnel, alors moi je viens de province. Je pense nécessairement quand tu viens de province, t'as un cercle entrepreneurial ou d'investisseurs qui est quand même plus restreint que quand tu es dans une grande ville. Moi, dans tous les amis que je fréquente, qui depuis des années voient que j'achète des immeubles, que je les retape, que je les revends, que je les découpe, que je les mets en location, que je fais plein de trucs, il y en a très peu qui ont eux aussi décidé de passer le pas. Alors que demain, ils m'appellent, ils me disent « Ouais, Tim, t'as une bouteille de rouge au frigo, est-ce que je peux passer à la maison, on discute un peu IMO et tout ?» Et il n'y a aucun problème parce que je suis très, très social. Mais combien ils l'ont fait? Oui. Peanut. C'est intéressant. Peanut. Nous, on en parle souvent. Pareil, tous mes potes de lycée, t'en as pas un qui va te dire « Tiens, ce que t'as fait, c'est cool. Apprends-moi, tu vois. » Et je pense que c'est un vrai, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est le vrai sujet de la zone de confort. Parce qu'en fait, tu grandis dans une école où on te dit que globalement, tout va bien se passer, que au pire des cas, si ça se passe mal, l'État sera là. Donc ne t'inquiète pas, mon ami, mon cher enfant. Mais bon, ce qui est bien, et je pense que là, vous avez un rôle aussi à jouer avec ce genre de podcast, c'est de dire aux jeunes, c'est vrai, c'était vrai dans les 30 Glorieuses, c'était encore vrai dans les années 2000-2010, mais de moins en moins, ce sera plus vrai dans 10-15 ans. Enfin, si à un moment donné, t'as quand même une économie qui est pas très dynamique, t'as un continent globalement qui soit assez international, faibli mois après mois, semaine après semaine, année après année. Donc t'as des gens dans le monde qui ont l'argent et qui nous le prêtent. Ça durera qu'un temps. Et le jour où ils peuvent plus, je sais pas si vous avez vu la Grèce récemment. La Grèce, c'est on va passer la semaine de 6 jours. C'est pas parce que ça fait plaisir aux gens. C'est parce qu'à un moment donné, le FMI a dit les amis, on vous a donné assez d'argent, vous avez fait assez de conneries avec. Faut que ça nous reste au travail, tu vois. Et nous, on est encore un peu dans ce truc de tant que tout se passe bien et que personne nous embête trop, continuons comme ça. Et le problème, c'est que ceux qui ont le plus la fibre, enfin, pas la fibre entrepreneuriale, je crois pas trop, mais ceux qui sont mis dans cette démarche de se sortir un peu de sortir leur zone de confort, d'entreprendre, d'investir, etc. Quand la vague, elle va se resserrer, eux, ils seront déjà en capacité de s'adapter, ils auront déjà peut-être généré de l'argent, un patrimoine, etc. Mais c'est vrai que tous ceux qui ont attendu en se disant, oui, c'est vrai que ce que font mes potes, nous on l'a vu en prépa. Ouais, bon, ils ont travaillé jour et nuit, moi ça m'intéresse pas, je préfère être tranquille, etc. Ouais, ça marche dans une économie qui est en croissance. Ça marche moins dans une économie où en fait, et je parle même pas d'IA, où si demain ça remplace 20% des jobs, on sait quel job ça va remplacer. Pas l'entrepreneur, ni l'investisseur, ni l'immobilier. Non. Donc c'est un vrai problème. Et ce qui est dommage, c'est que ni l'État, ni trop l'écosystème éducatif nous raise awareness, tu vois, genre nous rend au courant de tout ça. Donc c'est dommage parce que nous éveille là-dessus. C'est là, enfin, on va pas rebondir sur l'élection qui a eu lieu il y a pas longtemps, mais la stratégie du président de la République de dire mais moi je sais que les Français vont faire le bon choix parce que ils ne sont pas bêtes, ils comprennent. Non, ils comprennent pas. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, voilà, sans aucune méchanceté ni quoi que ce soit, mais parce qu'on n'a jamais donné la clé aux gens pour comprendre comment ça se fait qu'on a un budget de la sécurité sociale qui est déficitaire depuis 40 ans. Tout le monde le sait, personne comprend pourquoi et personne comprend la loi mathématique qui est derrière parce qu'encore une fois, comme tu disais, une éducation économique, comprendre ce que c'est une recette, une dépense, voilà, un truc tout bête, tu demandes à n'importe quel Français, l'État, il gagne de l'argent grâce à quoi? Il dit grâce à ce qu'il fait, ses placements, ses investissements. Non, pas du tout. L'État français gagne de l'argent grâce aux Français. Donc si chaque Français individuellement travaille moins, comme les recettes de l'État sont à 90% prélevées en fonction de ce que va générer l'ensemble des Français, en fait, c'est soit on y va tous, soit on n'y va pas, mais ça peut pas marcher autrement. Et ce raisonnement-là de se dire, le fonctionnement de l'économie, il peut venir que de la population, parce que si on passe tous à la semaine de 4 jours, si on part tous à la retraite à 55 ans, en fait, mathématiquement, ça ne peut pas fonctionner. Mais tout le monde ne comprend pas ça. Parce qu'on n'a pas appris aux gens à raisonner et à comprendre ce truc-là. Et même comprendre aussi. Exactement. Et je pense qu'il y a un sujet aussi que je voulais aborder. C'est par rapport à peut-être l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, peu importe. Avant, je trouve qu'ils acceptaient beaucoup plus de choses. En termes d'horaire, en termes de travail. Là, aujourd'hui, les nouvelles générations sont là en mode « je veux pas finir tard, je veux pas trop bosser ». Le week-end, c'est hors de question. Il y a un peu, alors c'est peut-être mon avis, ce côté un petit peu révolte. Enfin, peut-être pas révolte, mais il y en a parce qu'ils ont le choix. Vous n'êtes pas encore de la Gen Z. Ils ont le choix. C'est ça. Non, mais... Révolte, je sais pas. Parce qu'ils ont le choix. mais Je suis pas trop d'accord. La vie est trop facile. Oui. Le vrai souci, c'est là. C'est ça. C'est que demain, enfin, moi j'ai eu une expérience il y a quelques années maintenant, quand j'étais encore au lycée, avec mes parents. Mes parents sont fans de voyage. On part en vacances à Petra, en Jordanie.
Et à cette époque-là, j'hésitais entre faire médecine ou psycho. Et je m'intéressais beaucoup à la dépression, au burn-out, tout ça. C'était vraiment un sujet. Et sur BFM TV, tu allumais BFM au moins une fois par semaine, ça parlait du burn-out. Et puis, je me rappelle être avec ce guide à Petra, j'étais tout devant et je lui dis, écoutez, je peux vous poser une question? Il me dit, oui, bien sûr. Je lui dis, nous, en France, en ce moment, voilà, on parle beaucoup du burn-out. C'est des gens, en fait, qui n'arrivent plus à travailler parce qu'ils travaillent trop, la vie est trop dure, tout ça. Et le mec explose de rire. Et je lui dis, mais vous, chez vous, je suppose que, parce que c'est plutôt un pays pauvre, hein, quand même, la Jordanie, il doit y avoir beaucoup de burn-out de manière très innocente. Et il explose de rire. Il me dit, mais nous, on n'a pas le temps de déprimer. Parce que nous, si on déprime, on n'a pas à manger. Donc les fondamentaux sont complètement différents, si tu veux. Et quand tu éduques pas quelqu'un à faire 10 pompes par jour, bah, il fait pas 10 pompes par jour. Sûr. Ce que tu disais tout à l'heure sur la perception des choses, selon l'endroit où tu es. Mais, et pareil sur l'économie, on est arrivé à la moitié du podcast, donc il faut commencer le petit jeu de... On va essayer de débunk un petit peu tous les clichés. Et Martin, et toi Tim, de vous mettre un petit peu en opposition, savoir c'est quoi vos avis, et que pour tous les Français, donc, et surtout les étudiants qui veulent en savoir un peu plus sur l'IMO, essayer de comprendre certains concepts. Yes. Et que après on puisse un petit peu rebondir dessus. Donc il y a un petit peu de soit tu préfères, soit de oui, non ou de vrai, faux. Ok. Sur les 8 questions. Dédicace pour toi la première. Martin, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. On répond en même temps. Alterner. Chacun notre tour. Ouais. Allez. Je te laisse la main. Ouais. Allez, ça marche. Qui m'en premier. Si je te donne 100 000 euros, tu es capable de faire 100% sur mon capital chaque année pendant 15 ans. Ouais. Non. C'était sûr. Il faut... Après, c'est en perso aussi. Moi, je suis pas capable. Ok. On va y revenir après. Il faut absolument un CDI pour acheter son premier bien immobilier. Faux. Faux. Okay. Il vaut mieux d'abord investir en bourse avant d'investir en immobilier. Faux. Faux. Ok. Sois aligné. Sont alignés. Il faut acheter sa Il faut acheter sa résidence principale avant d'investir dans des biens locatifs. Faux. Faux. Ok. Il n'y a pas de mauvais moment pour investir en immobilier. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Ah, tu vois, il y a un peu de Enfin. piment, là. Il faut seulement investir proche de chez soi. Vrai ou faux? Seulement non. Faux. Faux. Ok. Très clair, oui. Investir à Paris est une bonne idée. Vrai ou faux? Quand on débute, faux. Quand on a une certaine assise financière, vrai. Ouais, pareil. Je dirais ni vrai totalement, ni faux totalement sur cette question-là. C'est facile d'atteindre le million de patrimoine en IMO. Vrai. Faux. Ok. Ok. Bon, pas tant de débat que ça. On au est final. nuancé. On est nuancé. Nuancé, ouais. Ouais. J'aimerais bien revenir sur la première question. Ouais. Parce que quand j'avais vu cette vidéo de toi, je m'étais dit, what the fuck? Qu'est-ce qu'il raconte? Si je te donne 100 000 euros, aujourd'hui, tu es capable de faire x2 sur mon capital pendant 15 ans. Ouais. Est-ce que vous avez plus ou moins compris ou pas du tout? Ouais, je peux refaire le raisonnement si tu veux, pour Ouais. remettre un peu de contexte. Avec grand plaisir. Grosso modo, aujourd'hui, dans l'immobilier, quand on a un bon scoring bancaire, qu'on sait comment tenir ses comptes, etc., quand on met 1 euro dans la machine, on peut en emprunter 10. Et ces 10-là, quand on n'est pas trop mauvais dans l'immobilier et qu'on sait que c'est plutôt dans les villes dortoirs de province avec une bonne croissance économique qu'il faut investir, on arrive à faire à peu près 10% de rentabilité locative, qui n'est pas la rentabilité de son placement dans l'immobilier, puisqu'on a un effet de levier, c'est là toute la beauté de l'immobilier. Donc ce qui veut dire que 100 000 euros placés à 10%, ça fait à peu près 10 000 euros par an. Okay. Mais si tu as mis 10 000 dans la machine et que tu as emprunté 100 000 et qu'avec les 100 000 tu fais 10 000, grosso modo ça fait 100%. Quoi. Et comme dans l'immobilier, les loyers, surtout dans le résidentiel, ne baissent quasiment jamais. Et alors il faudrait peut-être trouver une étude économique pour démontrer le contraire en France, mais à ma connaissance il me semble que c'est pas le cas. D'autant plus que les loyers sont indexés sur l'inflation et que l'inflation, période de déflation, il y en a eu dans l'histoire. Mais je veux dire, on espère en tout cas qu'il n'y en aura pas dans le futur. En tout cas, il n'y en a pas eu pendant les dernières années. Ce qui veut dire que les loyers ne font qu'augmenter. Ce qui veut dire qu'en plus, mes 10 000 vont devenir 11 000, vont devenir 12 000 au fur et à mesure du temps. Mais mon placement de départ, lui, il n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'on emprunte à taux fixe. Attention, je suis en Angleterre, je suis aux États-Unis, je suis au Canada, j'ai des taux variables. C'est pas la même chose.
mais en France, on a cette beauté-là d'être un des pays qui est le plus pro-crédit, où on peut le plus emprunter avec aussi peu d'apport et en plus à taux fixe. Le raisonnement, évidemment, mathématiquement, il est vrai. Ouais. c'est pas facile à faire. Je pense d'aller chercher c'est pas facile à 10% de faire. rendement Ouais. locatif. Moi, c'est là-dessus. Je sais pas si c'était toi ou Christopher qui disait ça dans un podcast, j'ai vu récemment, qui disait, pour moi, pour faire de l'investissement locatif, c'est entreprendre. Si pour faire de l'investissement locatif en passif, tu vois, pour moi, aller chercher 10% de rendement, c'est impossible. La personne qui se dit, j'ai un peu d'argent de côté, je vais me faire un petit placement et je le mets dans l'immobilier, je vais le laisser gérer par quelqu'un parce que j'ai pas le temps, parce que moi je dis fais pas d'immobilier. Ouais. Parce que là tu vas plutôt être sur des rendements nets à la fin de 3-4%. Et dans Ouais. ce cas-là, tu as un bon livret A, un peu de bourse, un peu de machin, et pour un risque qui va être tout le même. Et pour des emmerdes qui sont pas les mêmes. Donc c'est plutôt que aller chercher 10% de rendement, faut connaître, faut être bien formé. Et moi je le vois vraiment comme ça. Je le vois vraiment comme un acte plus d'entrepreneuriat. Plus que soit tu veux vraiment te thésauriser, dans ces cas-là, ok, tu te dis je veux vraiment, j'ai peur que mon argent me le vole ou que la bourse s'effondre de 50% en 2 jours, alors que mon immeuble, hormis déflagration, il s'effondrera pas. Donc même si les prix baissent un peu, globalement sur les 20 dernières années ou 30 dernières années, on sait que tu peux thésauriser un peu dans l'immobilier, même plutôt bien. Mais si pour en faire du vrai rendement passif, dans le sens passif, même dans l'énergie que tu y mets dedans, voilà, c'est là-dessus où je me dis, allez chercher du 10%. Ouais, ça se fait. Et surtout, ce qu'il faut pas confondre, c'est la rentabilité de ton placement immobilier, le rendement locatif et le rendement sur le capital investi. Parce que si tu mets 10 000 euros dans l'immobilier et que ça te rapporte 10 000, ça fait 100% de retour sur capital. Ouais. Et aller faire 100% en bourse, c'est quasi impossible. Ouais. Donc même si dans mon immobilier, allez, je fais 5%, parce que je suis pas très bon, parce que je me suis pas formé, etc. Et que même je fais déléguer la gestion immobilière à une agence et que je passe à 4% et que même je prends une assurance loyer impayé qui me couvre contre n'importe quel impayé et que je passe à 3,5%, bah, même si tu refais le calcul, tu es quand même toujours vachement en avant par rapport à un placement financier, bien évidemment avec des inconvénients, une liquidité qui n'a rien à voir avec les placements financiers, des fondamentaux qui reposent sur des locataires qui certes peuvent pas payer, il peut y avoir des problèmes de dégâts des eaux, enfin je veux dire, il peut toujours y avoir des soucis. Est-ce qu'il peut y avoir moins de soucis qu'avec le PDG d'une marque comme Renault qui prend le jet pour faire ses anniversaires, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un débat qu'il faut lancer maintenant. Mais mine de rien, en France, grâce au système bancaire actuel, c'est quand même difficile de faire mieux que l'investissement locatif, surtout pour quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est-à-dire pour quelqu'un qui gagne 1500, 2000 euros par mois, allez, qui a 5000 euros de côté parce qu'il a péniblement réussi à épargner tous les mois, tu mets 5000 euros en bourse, ça va pas changer ta vie. Tu mets 5000 euros dans un appartement à 50 000 euros, qui est le prix d'un studio ou d'un petit T2 par chez moi, qui te rapporte 500 euros par mois de loyer, cumulé sur plusieurs années, ça change ta vie. Ouais, c'est plus sur du long terme. Ouais. Que, voilà, sur du court terme, faut quand même. Bah, même sur du court terme, parce qu'au final, Oui, comme dans l'immobilier, on gagne Oui, parce c'est qu'on ça. rembourse du capital, parce qu'on a du cash flow quand on arrive à en avoir, et parce qu'on a de la plus-value ouais, sous-jacente. tu rembourses ta dette en fait avec. Exactement, mais la dette que tu rembourses, c'est du bénéfice. Bien sûr. C'est bien ton patrimoine qui Ouais. augmente. Donc, dans la croissance d'un patrimoine, en termes de multiples, c'est difficile d'aller chercher quelque chose qui soit supérieur en termes de rentabilité pour cette catégorie-là. Parce qu'il y a plein d'actifs, plein d'adjectifs pour qualifier un actif. C'est quand même dur de faire mieux, je pense. Ça peut paraître con comme question, mais bon, posons-la quand même, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal ce genre de questions. Typiquement, est-ce que tu conseilles justement pour les jeunes cadres ou même mais étudiants, c'est compliqué, mais qui ont justement pas beaucoup d'épargne, Ouais. est-ce que tu conseilles de commencer par du locatif pour ensuite pouvoir acheter ta résidence principale qui est sûrement, bah, tu as des enfants, tu as une famille, tu as la flemme d'acheter un studio, on va pas se mentir. Ouais. Donc est-ce que tu commences justement de commencer par cette stratégie-là de locatif pour ensuite pouvoir acheter ta résidence principale? Ouais, alors en fait, même je vais aller plus loin que ça, c'est que tu ne peux pas faire l'inverse. Ouais. Là, on va dire le saint graal de l'immobilier, c'est le taux d'endettement. Alors, certes, il existe des moyens pour détourner le taux d'endettement, sortir de ce qu'on appelle les règles du HCSF, etc. Mais de manière générale, on va dire que c'est la métrix que le Ouais. banquier va le plus regarder. Et le taux d'endettement, c'est une fraction. C'est combien je dois de dette par rapport à combien je gagne. On sait que les banques, aujourd'hui, elles appliquent une pondération en termes de gestion de risque. Ouais. Quand tu encaisses 1000 euros de loyer, elles considèrent que tu en encaisses 700. Parce qu'elles considèrent qu'il y a 30%, qu'il y a une marge d'erreur qui va partir pour la taxe foncière, le ballon d'eau chaude qui a lâché, le locataire qui n'a pas payé parce qu'il a démissionné, il faut qu'il retrouve un travail, enfin tous ces aléas-là qu'on peut rencontrer dans l'immobilier. Ce qui veut dire que si tu as 700 euros de crédit et 1000 euros de loyer, ça passe. Parce que ta fraction, elle bouge pas. Ouais. Tu rajoutes 700 euros en haut, 700 euros en bas, mon taux d'endettement n'a pas bougé.
Donc, si tu fais ta résidence principale en premier, en fait, tu te tires une balle dans le pied, Bien sûr. mécaniquement. Et c'est là où le système est pervers, parce que dans certains scorings bancaires, dans certains établissements, la banquière te dira « Ah, nous, écoutez, monsieur Moirot, voilà, on préférerait quand même que vous ayez acheté votre résidence principale Voilà, c'est avant ça. de commencer à faire du locatif. » Ouais. C'est ce qu'on entend souvent. C'est ce qu'on entend souvent, et c'est vrai que ça fait monter ton scoring. Ouais. Mais il faut aussi savoir changer d'interlocuteur quand c'est pas le bon. Des banquiers, il y en a des caisses. Des bons banquiers, il y en a pas forcément des caisses. Donc je pense qu'il faut avoir la flexibilité d'esprit et encore une fois le bon sens paysan de se dire Ouais. je ne suis pas chez le bon fournisseur, je ne suis pas chez le bon partenaire. C'est pas grave, des banques dans la rue, il y en a peut-être 4 ou 5. Je vais faire les autres et au bout d'un moment, je vais trouver quelqu'un qui croit en mon projet et malgré un scoring un peu faiblard, parce que j'ai la tête bien faite, parce que j'ai un bon business plan et parce que j'ai un actif qui repose sur des sous-jacents solides, avec un fort potentiel locatif, avec une plus-value sous-jacente parce que je vais faire des travaux et que je vais améliorer la valeur de mon bien. Tout ça preuve à l'appui avec des avis de valeur. C'est quand même difficile de se viander. Quand tu appliques la recette, c'est qu'une question de travail. Honnêtement, c'est qu'une question de préparation et de travail. Donc aujourd'hui, toi, tu as qu'un seul banquier ou tu passes par plusieurs banques? Oh non, plein. Plein de banques. Plein, Obligé, ouais. quand tu fais l'investissement. T'es obligé, ouais. Assez rapidement, en fait, t'es obligé d'être multibancarisé parce qu'un seul établissement bancaire ne voudra pas prendre le risque qu'il y a sur ta tête. Ouais. Et surtout, ce que les banquiers n'aiment pas, c'est discuter avec d'autres banquiers qui ne sont pas de la même religion, dogme, enseigne qu'eux. Parce qu'un banquier qui raisonne chez BNP, il raisonne pas pareil, c'est la Société Générale. Et ce qu'ils auraient horreur du scénario qui pourrait se passer, si le jour où tu fais défaut sur la dette, pour aller récupérer les billes qu'ils doivent, c'est obligé de se bagarrer avec le banquier d'en face. Donc il faut arriver à mettre une partie de son portefeuille dans une banque, une autre partie dans une autre banque, essayer de mélanger le moins possible les structures. Diversifier. Hein, Exactement. Putain, c'est- Et bon, peut-être, comme il reste, je crois, 10 petites minutes, peut-être pour simplifier un petit peu, parce que bon, il y a eu beaucoup de termes. Bon, après, ça va, ça se comprend, hein, je pense. Ils iront regarder sa chaîne après. Exactement. Ouais, voilà, Allez pour creuser, regarder. pour creuser. Exactement. Mais peut-être, voilà, un étudiant qui commence ses études supérieures, école de commerce, peu importe, école d'ingé. Quels sont les conseils que peut-être vous lui donneriez, justement, pour commencer, en tout cas? Même, Au-delà, ouais. même Dans plus, l'IMO ou dans l'entrepreneuriat Même plus. au sens large? dans l'IMO, Enfin, l'IMO et moi je tournerais entrepreneuriat. plus la question. Qu'est-ce que tu penses des étudiants qui font des pré-étudiants pour investir dans l'IMO? Très smart. Ouais, parce qu'en plus, Bon t'as sens pas de- paysan, encore une Ouais. fois. C'est ça, t'as pas de. Enfin, normalement, les pré-étudiants, si je me trompe pas, c'est taux fixe. Ouais, Donc, exactement. c'est ça qui est intéressant. Carrément. Tu connais des gens qui ont fait ça? Est-ce que pour les étudiants qui nous regardent, qu'est-ce que tu pourrais dire de ça? Alors moi, à titre personnel, j'ai jamais fait, donc je parle que d'expériences de Ouais. copains qui l'ont fait, qui ont acheté notamment des garages, parce que c'est le truc pas C'est trop la- cher, bah, qu'on peut ouais, acheter c'est ça. facilement. Dans C'est certaines bien. villes, il y a une énorme tension sur les places de stationnement, que ce soit garage voiture, garage moto, enfin on peut imaginer pas mal de choses. Mais je dirais une autre astuce qui va peut-être paraître plus basique, c'est de bosser. En fait, Ouais. moi aujourd'hui, alors c'est difficile d'aller me tenir le discours que je suis étudiant donc je ne peux pas travailler à côté. Surtout je pense avec le cursus que j'ai fait, qui est pas, on va dire, les cursus qui prend le moins de temps. Ouais, J'ai réussi à développer une activité à côté. Alors encore une fois, Martin pourra en parler également, mais il y a certaines activités qui sont peut-être plus propices que d'autres, peut-être plutôt du service, peut-être plutôt aller vendre son temps parce que c'est ce qu'il y a de plus simple au début. Mais je pense que n'importe quel étudiant aujourd'hui, s'il le souhaite vraiment, il peut faire comme moi je l'ai fait, travailler le samedi de 7h à 19h, le dimanche de 9h à 18h, travailler le soir. Parce que c'est une période de la vie où on est plein de fougue, entre guillemets, on est plein d'énergie. Et s'il y a T'as un le temps, moment... surtout, t'as pas de responsabilité. au Exactement. Moi, hier, j'ai commencé le boulot à 7h30 le matin avec un coaching IMO. J'étais de garde toute la nuit aux urgences. J'ai dormi 2 heures. Je suis là avec vous ce matin. final. C'est ce que je veux dire. Et j'ai une petite fille à la maison, une femme. Donc, c'est difficile pour moi d'entendre le discours. Ben oui, mais c'est dur, J'ai j'y pas le arrive temps. pas, j'ai pas le temps, etc. Non, moi, je pense qu'il faut, comme le disait un professeur de physique que j'avais au lycée, faire le job. Surtout Ouais. quand on a le temps et. Enfin, pas le temps, justement, l'énergie. Exactement. Quand t'as 45, 50 ans, je pense que tu peux plus faire ce que tu faisais avant. Ben, moins. Et puis, Moins, parce que carrément. t'as probablement des enfants, parce que Les t'as une petits vie de enfants. famille qui est un petit peu plus construite, qui est peut-être un petit peu plus fragile aussi, parce que t'as avancé dans le temps. Bien Donc, sûr. plus t'avances quelque part, plus t'as de maturité financière, certes, mais t'as un petit peu moins de flexibilité Clairement, aussi et de ouais. capacité d'adaptation. Ouais. Enfin, voilà, je pense qu'on a tous la vingtaine ici.
On sait que grosso modo, on peut aller étudier n'importe où dans le monde, on va se faire des potes de partout, on peut rentrer en soirée à peu près où on veut, on peut travailler sur quand on a la flexibilité cérébrale. Voilà, je pense qu'un mec qui est bon en médecine, qui est bon dans l'entrepreneuriat, qui est bon dans l'informatique, certes, ils ont des appétences différentes, mais la vitesse de transmission des neurones, elle est à peu près la même, hein, grosso modo. C'est clair. Puis pour investir de l'argent, je dis tout le temps à mes potes, il faut déjà avoir un peu d'argent. Exactement. Tu commences par gagner un peu d'argent, puis après tu te poseras la question de comment l'investir, quoi. Et ça, c'est assez facile de gagner de l'argent aujourd'hui quand même. Exactement. Quand même, des sociétés où Internet nous a quand même bien aidés. Ouais. Ils faisaient vendre son temps, ça c'est un vrai truc. Prouve déjà que tu arrives à vendre ton temps 10 € de l'heure, puis après 50, puis après 200 ou 300 € de l'heure quand tu commences à être bon. Exactement. Et mets un peu d'argent de côté, et là commence à t'amuser. Mais le vrai truc, c'est de mettre un peu les gens au travail. C'est fais quelque chose. Fais du cash avant et ensuite t'investis. Ouais, et sans attendre, pas attendre d'être millionnaire. Tu as et pas puis besoin d'attendre crame d'être pas tout. millionnaire. Hein. Enfin, moi, alors c'est peut-être une déformation de mes études médicales, hein, mais combien j'ai eu de copains, de connaissances qui ont cramé toutes les économies de leurs parents en alcool. Je sais pas si vous avez vécu ça, vous, en école de commerce, mais moi, c'est des trucs... alors, j'ai une éducation qui est assez vieille France, où mes parents, malgré qu'ils avaient une bonne situation, ont décidé en première année de fac de me dire, pour payer ton loyer, ta voiture, ton inscription à la fac, on te donne 600 € par mois. Autant dire que ça passe pas. Voilà, dans une ville comme Dijon où t'as déjà 400 € de loyer, c'est impossible. Et quand je voyais mes potes dont les parents avaient des situations bien moins bonnes que mes parents, qui pouvaient sortir en boîte et claquer 100, 150, 200 € d'alcool le jeudi, le vendredi et le samedi. Tu vois ce que je veux dire? Et qui claquaient les quelques centaines d'euros qu'ils avaient gagnés à Decathlon le week-end. Je me disais, mais il y a un non-sens. Il y a un truc que t'as pas compris, quoi. Enfin, tu peux pas faire ça non seulement par respect pour tes parents, mais en plus, tu te rends compte que t'es en train de te tirer une balle dans le pied. C'est un cercle qui ne fonctionne pas. C'est une roue qui ne fonctionne pas. Ouais, moi, je m'y retrouve totalement dans ce que tu dis, hein, parce que moi, j'avais plein de potes à l'EDEC, et puis à l'EDEC, ça sort tous les soirs. Tu sors de prépa en plus. Enfin, ton seul objectif, c'est tu sors le soir, tu rentres, tu dors, tu ressors. Enfin, ça saute même les cours. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, et je pense que c'est un sujet aussi qui est assez présent, c'est, on dit souvent, oui, mais profite avant tes 30 ans, parce qu'après, tu vas avoir une famille, il va falloir se caser, il va falloir gagner de l'argent, et tu seras focus. Et justement, il y a un petit peu cette limite où on te dit, faut profiter de tes jeunes années et te sacrifie pas trop. Et t'as l'autre côté aussi en mode, ok, je me mets à fond, je fais des sacrifices pour ensuite être tranquille. Parce que viens, quand t'as 30 ans, il te reste encore, allez, je dis 70 ans, parce que disons qu'on va vivre jusqu'à 100 ans. Mais la vie, elle est bien plus longue après. Et je pense que justement, trouver cette satisfaction dans le travail, dans l'effort, dans le sacrifice, ça paye après. Et bon, après, il faut trouver la limite entre je lâche prise et je me calme un petit peu. Mais je trouve que ça fait débat quand même entre je profite de mes jeunes années où justement je crame, je sors, je fais ce que je veux, et où je prépare le moment où tu dis je dois préparer ma future vie pour être tranquille en quelques guillemets après, quoi. Tu peux faire les deux 100%. Tu work hard, pay hard. Tu peux placer le curseur parce que beaucoup, moi, je trouve il y a quand même aussi beaucoup, et moi c'est ma tête, c'est une des raisons pour lesquelles j'investis peu, tu vois, c'est que moi je dépense beaucoup d'argent et je l'assume, tu vois, et je trouve qu'on a à la fois d'un côté extrême qui est la majorité des gens, comme tu dis, qui disent je veux kiffer, faire n'importe quoi, et puis je travaillerai plus tard, et je trouve ça totalement débile. Et je trouve que l'autre côté, justement, on est un peu trop dans le je travaille à fond, je vais économiser autant d'argent que je peux, et à 50 ans, je serai riche, tu vois. Et moi, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout. Moi, je pourrais pas vivre comme ça. Et j'aime bien dans certains profils. Tu citais Yomi tout à l'heure, qui est un pote qu'on a en commun. C'est aussi des gens, alors, outre le montant qui est astronomique d'argent, etc., mais c'est aussi des gens qui sont capables de se dire, je travaille comme un fou toute l'année. Par contre, je me fais vraiment kiffer derrière. Pourquoi? Parce que de me faire vraiment kiffer, tu sais, je me respecte un peu, tu vois, je me respecte, je me valorise un peu. Moi, j'ai beaucoup de potes qui me disent, mais tu penses que j'ai le droit de dépenser ci? Tu penses que je prends un billet d'avion? Les gars qui gagnent 1 million d'euros par an et ils bossent comme des chiens, ils me disent, tu penses que je prends un business ou je vais être trop chauffe? Je dis, mec, fais-toi kiffer, tu vois, fais-toi un kiff. Je te dis pas d'aller dépenser 500 000 € dans tes vacances, mais fais-toi un kiff. Il y en a beaucoup, et je pense que c'est là la frontière qui est un peu dure, c'est de se dire, certes, faut beaucoup travailler, mais moi, je suis persuadé qu'il faut aussi rendre un peu le truc, c'est-à-dire se faire kiffer un peu. Moi, quand je rentre de vacances, j'ai dépensé un pognon de malade, mais ça me met 3 fois plus les crocs pour aller bosser derrière. Je me dis, ok, en fait, j'ai envie de revivre ce moment.
Là, je me suis gravé un truc dans la tête, j'ai envie de le refaire. Par contre, et là où tu avais raison, c'est le faire avec ton propre argent. Parce que tu casses un peu le jeu quand tu le fais avec l'argent des autres, par exemple de ta famille, où là, tu n'as plus de motivation. Quand tu fais avec ton propre argent, tu te dis, OK, j'ai bien amusé ces 3 semaines dans le sud de la France avec mes potes, j'ai bien fait les cons. Par contre, si je me mets pas à rebosser comme un chien pendant les mois qui arrivent, j'y retournerai plus. Donc moi, j'aime bien aussi cet entre-deux qui est pas facile, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le je fais n'importe quoi. Mais de se dire un peu, je me fais kiffer. Et moi, j'aime bien, on parlait avec ma boîte l'autre fois de c'est quoi les valeurs de l'entreprise, etc. Et on donnait des trucs un peu bateau. Et moi, je me suis dit, je pense que c'est le rêve. Je trouve que les Français, ils rêvent pas. Ils rêvent pas assez. Tu sais, l'américain, des fois, c'est à excès. Et c'est souvent trop à excès. Au moins, ils rêvent. Et tu demandes à un américain, on avait tous 20 ans dans la classe quand tu disais, vous voulez faire quoi, les gars? La moitié, il lève la main, il disait, moi, je veux être riche. Moi, je veux avoir la plus belle voiture de mon quartier et tout. Et ça peut paraître tout bête, mais je trouve que ça pousse quand même un peu les gens, tu vois, à avoir envie de faire des choses. Et il y en a beaucoup qui rêvent, mais matériel, qui se donnent pas les moyens, tu vois. Ouais. Ils disent, tu veux être quoi? Je veux devenir, par exemple, multimillionnaire. Mais ils se disent pas, comment, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais moi, je suis plutôt dans le genre, du côté de ceux qui font déjà les choses. Faut avoir un peu de rêve. Tu vois, il faut pouvoir te dire, et ça peut ne pas être matériel. Ça peut être, je bosse comme un chien parce que mon rêve, c'est de partir 1 an au Japon et me faire kiffer au Japon. Parce que t'as un pognon de dingue au passage. Mais c'est autre chose que chauffe. Mais je pense qu'il faut aussi un peu ça. Moi, j'aime bien il faut savoir aussi stopper, il faut savoir work hard, play hard, quoi. Je pense que, il y a beaucoup de ça. Enfin, j'ai pas forcément toujours entendu ça, mais pour moi, typiquement, être riche, c'est être libre. Et je pense que ça peut aussi, pas forcément être lié au matériel, mais toi qui as justement une petite fille, si tu veux construire une famille, à partir d'un certain moment, tu vas te dire, moi en tout cas, c'est mon cas, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, j'ai envie de passer du temps avec ma famille, j'ai envie de construire quelque chose de sain, pour me dire le matin, si j'ai envie de me réveiller à 10h, prendre mon café et je laisse tourner le truc, très bien, je pourrais le faire, mais pour moi, typiquement, être riche, c'est être libre. Et chacun a sa vision de la richesse, clairement, quoi. Avec tout ce que tu entreprends aujourd'hui, c'est quoi ton rêve à toi? Et où est-ce que tu dois dans 20 ans? Mon rêve, alors j'ai une définition qui peut paraître étrange, mais je rêve d'être le grand-père de Batman. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Batman, la vraie histoire de Batman et de la famille de Bruce Wayne. Le grand-père a fondé une entreprise qui a elle-même été transmise à son premier fils, qui était en plus médecin, et qui ensuite a donné Bruce Wayne qu'on connaît tous du film. Moi, je sais que je serai pas Batman. Je suis pas sûr d'en avoir la carrure. Je sais que d'être le père de Bruce Wayne, donc le père de Batman, chaud, parce que moi je viens d'une famille où malgré que dans ma famille on ait toujours eu des bons postes, etc. Mon grand-père a dirigé une super boîte suisse et quand il est décédé, il avait même pas 50 000 euros d'assurance vie de côté. Alors ça peut paraître beaucoup 50 000 euros, mais quand on a toute sa vie très très bien gagné, c'est peanut. Grosso modo, tu vois ce que je veux dire, c'est même pas la valeur d'un appart. Et il était même pas propriétaire de sa maison, pour tout vous dire. Donc j'espère que, peut-être pas mes enfants, mais peut-être mes petits-enfants auront la possibilité, comme le fait Batman, de faire des très grandes choses et de lutter pour le bien de manière générale. Moi, j'ai des valeurs qui sont assez fortes par rapport à ça. Pour le coup, moi, c'est impossible pour moi de prendre un billet en business class. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui crèvent de faim aujourd'hui dans notre pays pour le faire. Et moi, j'arrive pas à le faire. Alors, c'est pour le coup, je pense aussi un travail à faire sur soi-même. Mais moi, je peux pas, peut-être parce que je passais la nuit à voir des gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'argent, qui sont dans la misère. Donc, j'ai cette barrière-là, en tout cas. Et à titre personnel, moi, je dépense moins de 2500 euros par mois. Donc, assez peu, on va dire. Voilà, je dirais que ce serait ça mon rêve, d'être le grand-père de Batman. Très belle réponse. Ouais, c'est beau, hein. Mais peut-être Martin, c'est quoi ton rêve, toi? C'est quoi mon rêve? Non, tout claqué. C'est moins d'être le grand-père de Batman, mais c'était intéressant. C'est pas la bonne question. Non, mais de créer une très 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 grosse boîte. Tu vois. Moi, c'est ce qui m'anime au quotidien. Créer une boîte qui un jour vaut $1 milliard, tu vois, pour en faire des choses concrètes derrière. Et je trouve que c'est ça aussi le fait de. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de cash flow dans mes boîtes. Donc maintenant, dire j'augmente mon train de vie, je le multiplie par 2, ok. Je le multiplie par 10, pas tant, tu vois. Ouais. Donc en fait, je suis plutôt je vais arriver, je pense bientôt dans l'étape d'après, de me dire, je vais encore chercher à faire fois de mes cash flow, de mon train de vie. Je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de faire que je peux pas faire aujourd'hui. Mais derrière, plutôt de se dire, ok, créer un empire, tu vois, créer un truc, une marque qui reste, un truc. Carrément. Ouais, ça c'est un truc qui m'excite. Créer un empire et dans 20 ans, pourquoi pas ne plus travailler. Parce que moi, je pense quand même que le travail c'est fait pour ne plus travailler. Ça, c'est un truc que j'aime bien.
Après, la définition du travail est tellement grosse. Enfin, tu peux. Ouais, mais t'as toujours les gens disent souvent, je pourrais jamais m'arrêter de travailler et tout. Ouais, Quand t'as vendu moi j'ai vu beaucoup de gens vendre des boîtes très chères et quand ils s'arrêtent de travailler pendant 4-5 ans, ils sont très contents quand même. Ça veut pas dire qu'ils font plus rien. Tu vois, ils investissent, ils ont des assos, ils font plein de trucs et ça, je pense, moi je le ferais toujours. Le but de la vie, c'est quand même pas de te tuer au travail jusqu'à 80 ans. Enfin, je connais pas grand monde qui est heureux à 80 ans. Ouais. Enfin, ils se disent heureux, mais bon, est-ce qu'ils le sont? Je sais pas. Donc moi, c'est plutôt de me dire ça, c'est de dire à quel moment j'arrive à avoir une belle boîte assez grosse, revendue ou non, mais qui me génère assez de cash pour pouvoir ne plus travailler et faire d'autres choses. Et tu l'as dit, notamment de faire des assos. Tu vois, moi, dans ma ville, racheter des trucs pour aider les écoles, aider des clubs de sport. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est comme ça, moi, je c'est clair. C'est clair. Mais il faut être un peu sécurisé financièrement pour faire ces choses-là. Donc, bien sûr. Carrément. Commence par. Okay. On arrive à la fin. Ouais, on approche de la fin. Timothée, c'est la dernière question qu'on pose à tous nos invités. Yes. Question piège ou non. C'est très. C'est pédagogue. Ok. Ouais. T'as voté qui dimanche? C'est pour avoir. C'est pas piège, hein. Quand on fait du business, faut pas faire de politique. C'est pas piège. Dernière petite question pour les étudiants et tous les gens qui nous regardent. Ouais. Encore une fois, c'est dans le thème ce que l'école ne nous a pas appris. Toi, si demain tu étais ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce que tu mettrais en place? Si j'avais le droit à une mesure. Ouais, seulement une mesure. Seulement une mesure. Je pense que je mettrais entre 3 et 4 stages obligatoires par an depuis la 6e. C'est-à-dire que depuis la 6e, chaque année, tu as vécu dans la peau de 4 métiers différents. Tu sais à peu près comment ça marche, tu as compris comment ça fonctionnait, le modèle à peu près, pour que tu aies une base de données de dire « Ok, travailler seul, ça me va pas. Travailler pour tant d'argent, ça me va pas. Faire une activité où je dépends d'une équipe, ça me convient bien. Parce que moi, j'aime bien le côté famille et tout ça. » Et je pense que ça permettrait à beaucoup plus de monde d'être épanoui dans leur travail. Et encore une fois, la métrique de l'économie, c'est la valeur qu'on produit. Et la valeur qu'on produit, elle est pas liée à nos compétences parce qu'on dit souvent qu'en France, on a une des meilleures médecines du monde, qu'on a les meilleurs informaticiens du monde. Et c'est peut-être vrai, mais on n'a pas les plus épanouis. Et je pense que pour être épanoui, il faut savoir faire cette analyse de contraste en disant ça j'aime pas, et vu que j'aime bien ça, je vais me diriger dans cette direction. Et pour ça, il faut comparer. Il faut comparer, il faut tester. On serait les premiers, je pense que vous le direz à vos enfants, vous verrez, avant de dire que t'aimes pas les légumes verts, goûte. C'est pas ce qu'on fait dans le système éducatif en France. Et moi, j'obligerais les étudiants à goûter même des trucs où ils disaient non, mais moi, la maçonnerie, la plomberie, c'est pas du tout mon truc, je suis pas manuel. Et au final, peut-être que tu l'es. Mais dans ta carte du monde, on t'a jamais permis d'aller explorer ce territoire-là. Donc moi, j'obligerais les gens à élargir leur carte du monde professionnel. C'est comme ça qu'on peut découvrir aussi des passions, des choses qu'on aime, exactement, auxquelles on pensait pas aimer, quoi. Et des talents. Et toi, petite dernière question, peut-être, on rebondit. T'aurais aimé qu'on t'apprenne quoi à l'école, qu'on t'a pas appris, t'aurait servi aujourd'hui? Non mais une réponse lunaire là. Non. Là, il a vu les 36 millions de questions qui ont défilé son champ visuel. J'imagine mes profs, je me dis vous étiez loin. Non, mais un truc un peu dans ce sens-là. Moi, je pense qu'il faudrait obliger les gosses à faire un jeu tous les ans. Tu te mets par groupe de 5 dans une classe. 5 groupes de 5 et chacun doit gérer une boîte de début septembre, une boîte fictive de début septembre à fin juin. Celui qui a réussi à avoir la boîte à la fin de l'année, qui soit génère le plus d'argent, soit d'autres critères d'évaluation, peu importe, gagne un voyage à Disneyland. Tu vois. Je pense que tu commencerais à un peu faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est que de payer un salaire, qu'est-ce que c'est que de payer 2 salaires et pas un seul. Au lycée, tu vois, pas au collège, je pense, mais tu vois, qu'est-ce que c'est que d'investir un peu d'argent? Ah oui, mais en fait, c'est vrai que quand le SMIC il augmente un peu, je vois ce qui se passe. C'est tout bête, mais un truc binaire, c'est ils ont tous un magasin de fruits et légumes et on voit à la fin de l'année qui est le mieux géré, avec un suivi toutes les semaines, 1 heure par groupe, tu vois. Avec des accompagnants. Je suis sûr que t'apprendrais énormément de trucs et t'apprendrais du management, t'apprendrais de la compta un petit peu basique, hein. Je pense que tu peux faire un schéma très simple. T'as pas besoin d'être Bill Gates pour créer une boîte qui va générer 1 000 € dans l'année. Tu vois, mais déjà, t'as acheté une pomme à 2 €, tu la vends 4, voilà. Tu vois, des trucs tout bêtes comme ça. Donc je pense que je leur ferai ça. Et puis à plus court terme, si j'étais vraiment ministre de l'éducation, je prendrais très vite une licence ChatGPT et je mettrais des cours ChatGPT à tous les étudiants le plus vite possible avant que d'autres le fassent, ce qui est déjà en train de se passer. Et on loupe aussi cette révolution qu'on va louper si on continue comme on fait. Ok. Trop bien. Les licences. C'est une bonne Sur ces belles paroles. Merci les gars. Merci à tous. Yes, merci à vous pour l'invitation. N'hésitez pas à vous abonner à nos 2 super. Dans la bio. C'est dans la bio. Likez, commentez, abonnez-vous. Et ciao. À très vite.